Bonjour à tous et bienvenue dans Draft. Draft, c'est le podcast où je vous raconte tout ce qui se passe dans ma tête. Les sujets entrepreneuriaux, les sujets de société, les réflexions ouvertes. Dans ce podcast, je suis sans filet. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Gérald Faure et dans mon quotidien, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur boîte et à les scaler. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode, mais avant ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Alors je sais que vous êtes ultra observateur, donc vous allez voir une bague ici. C'est absolument pas mon alliance qui est revenue parce que on reste sur les principes bien solides d'un divorce qui continue. Mais je viens de m'acheter une Oura Ring. Donc si jamais vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Voilà. Je savais pas comment commencer le podcast et je pensais que c'était la meilleure des choses. Récemment, on m'a dit t'as enlevé ton alliance des podcasts, on le voit et tout. On savait pas t'en parler, on savait pas quoi dire, etc. On savait pas te mettre mal à l'aise. Ah les gars, je parle de mon divorce, ça fait 2 mois déjà sur les podcasts. Il faut suivre les podcasts un peu. Bon bref, en tout cas j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je suis revenu à la maison. Je suis revenu chez moi à la campagne, côté de Saint-Émilion. Et vous avez bien aimé le setup la dernière fois qu'il y avait à Bordeaux. Donc pour un petit rappel, ménager, je suis un petit peu à Bordeaux quand j'ai pas les enfants et quand je pratique mon sport. Et quand j'ai les enfants, quand on est soit les mercredis quand j'ai les enfants, soit les week-ends, je suis à la maison de campagne et c'est là où je travaille la majorité du temps et où je fais les podcasts. Donc voilà, vous aurez les deux décors. Voilà. Concernant le draft, le dernier draft, vous avez kiffé et du coup merci beaucoup pour vos messages de soutien. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je suis vraiment à votre dispo. N'hésitez pas, c'est vraiment un plaisir de vous répondre sur Insta à tous vos messages. C'est vraiment un kiff et du coup merci pour votre soutien. Ça me motive à retrouver de la routine. Ce qui était trop drôle, c'était de mettre dans un podcast où j'avais pas de routine comme sujet principal l'importance d'avoir des routines. Donc voilà, vous avez bien compris qu'avec ça, je me pointais du doigt, je mettais en lumière mes lacunes. Donc voilà, je m'y tiens. Là, j'avais pas du tout envie de faire un podcast. Il est 13h04, j'ai pas mangé. J'ai pas du tout envie de le faire, mais pourtant, ça démarre. Je suis très très content de vous retrouver à mon micro. Voilà. Bon, alors au niveau des bonnes nouvelles en perso, commencer l'ordre du jour. Ça y est, c'est enfin la fin de mon périple. J'ai passé un mois d'août du coup, assez festif, etc. Et j'ai passé un mois de septembre et un mois d'octobre complètement. J'étais pas à la maison. J'ai dormi 4 fois et demi à la maison. C'était un peu relou. Je commence à sentir un petit peu la fatigue arriver. Donc voilà. Et c'est passé en septembre, rentrée scolaire. Bon, il faut s'occuper des gamins, etc. Mine de rien, ça occupe, parce qu'il faut faire plein de trucs. Moi, j'ai ma fille qui est d'un côté du département, mon fils qui est de l'autre côté du département. Il faut s'occuper des deux, donc il faut démarrer ça. Rentrée scolaire, c'est pas juste être là le 4 septembre, c'est aussi démarrer le judo d'un côté, démarrer le karaté de l'autre, la danse, puis faire les courses, puis les machins, les trucs. Au final, c'est des trucs que ça, on peut pas déléguer. Avoir des gosses, qu'on soit multimilliardaire ou qu'on soit le plus gros des prolos, il faut s'en occuper. Sinon, ça marche pas. En tout cas, moi, je vois pas la vie autrement. Donc ouais, j'ai passé une semaine comme ça, donc j'ai dû annuler plein de trucs qui étaient stylés. J'ai dû refuser des opportunités stylées. Mais alors là-dessus, aucune frustration. J'avais notamment un séjour en Corse avec ma pote Laura, que vous voyez souvent dans mes contenus, dans mon mastermind, etc. Elle a invité tout un groupe de potes chez elle en Corse. C'était trop cool, mais à la rentrée scolaire, là-dessus, on déroge pas. En termes de priorité, dans tous les cas, ça reste toujours les gosses sont la top priorité dans mon organisation. Et ensuite, on a enchaîné avec le mastermind. Donc là, c'était le mastermind à Bordeaux. Je vous en ai parlé la dernière fois. Avec l'immersion, puis le mastermind, puis l'aftermind. L'aftermind, c'est le petit week-end qui va bien après. Ça, c'était pas mal. La semaine d'après, je suis parti moi-même en mastermind chez Romain à Aix-en-Provence, où j'ai rencontré au groupe. Il y a eu pas mal de turnover, donc j'ai rencontré les nouveaux membres du groupe même sur cette suite. Et derrière, j'ai reconnaissant, j'ai découvert leur business, etc. Et il y avait deux conférenciers qui étaient hyper intéressants. Il y avait Olivier Kretz de la famille Kretz, donc le papa, et la famille Kretz, c'est ceux qui font l'agence sur Netflix. Je sais pas si vous voyez. C'est une agence immobilière. Ils sont basés à Boulogne, Boulogne-Billancourt, et ils font de l'immobilier de luxe. Et ils ont leur série, leur saison sur Netflix, où c'est une télé-réalité autour de leur business. Et c'était hyper intéressant d'échanger avec lui. Et surtout, c'était hyper surprenant de voir qu'il est dans le privé comme il est à la télé. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai rencontré plusieurs personnes qui font de la télé. Ils sont vraiment, vraiment différents quand on les voit en vrai. Donc, c'était assez intéressant.
et notamment, il y a quelques enseignements qui étaient assez pertinents, qui nous a amenés, et notamment sur la valeur famille, qui est une valeur importante pour moi. Euh, il disait que en fait, ça fonctionnait en format télévisuel parce que les valeurs qu'il prônait, c'était des valeurs universelles. Derrière ça, il y a eu plein de conversations, et notamment sur les valeurs bullshit qu'on peut essayer de transmettre dans nos métiers. Les valeurs de partage, les valeurs de machin, de trucs qui ne sont pas du tout incarnés. Lui, en l'occurrence, la valeur famille, elle est réellement incarnée. Je pense que j'en parlerai un petit peu plus longtemps de ce travail de valeur qu'il faut faire à titre personnel, et puis aussi le pendant de ça, qui est un petit peu le bullshit autour de ça, et le signalement de vertu, puisqu'il y a un petit peu des deux. Donc c'est important de le faire, mais c'est important de le faire bien. Donc j'en parlerai. En tout cas, j'ai eu plein d'enseignements des conversations que j'ai eues avec Olivier Kretz, qui est un mec génial. Et dans ma tête, j'imaginais tout petit. J'imaginais un mec d'1m60, et en fait non, pas du tout. Il fait la même taille que moi. Et en tout cas, il est très très sympa. J'ai vraiment aimé. Et j'ai rencontré son directeur aussi, c'est Alexandre Bruno. Et le gars est ultra smart. Vraiment l'intégrateur par excellence. Un énorme technicien, très taiseux. Je sais pas si vous voyez un peu le profil. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, ce mec-là, c'est pas juste un directeur, c'est le CEO, c'est le fondateur de Cooper. Cooper, moi, je suis un giga fan. C'est les résumés de livres. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et le gars ultra smart, ultra sharp, dans sa façon de manager, sa façon d'apprendre un nouveau métier, parce qu'il ne connaît pas l'immobilier. Et en tout cas, j'ai eu un énorme fit avec lui, j'adore. On est encore en contact. Et donc voilà, il est passé de l'entrepreneuriat au salariat, entre guillemets. Bon, il est DG, donc c'est lui qui mène la barque, hein. Et j'ai adoré, en fait, parce que moi, c'est une question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'un jour je suis capable de faire ça, de repartir dans le salariat, et je m'étais arrêté sur le fait que je pense que je peux l'être. Si un jour vraiment j'ai envie de changer, ou je suis plus animé par ce que je fais, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut arriver. Ou si tout simplement je peux servir une cause qui est plus grande que la cause que je mène, que ma propre cause. Et donc c'est le cas d'Alexandre, et c'était ultra intéressant aussi. Donc je ferai du contenu là-dessus, je vous tiendrai au courant. Je fais un peu de teasing, mais en gros c'est deux. Je pense que je ferai un draft sur les conversations que j'ai eues avec Olivier, et un draft sur les conversations que j'ai eues avec Alexandre. Donc voilà. Ensuite, après ce voyage à Aix, je suis parti directement à Paris. Je suis allé voir l'UFC Paris avec Flo. Et là c'était fou. Le MMA français est en train d'exploser. D'ailleurs, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans l'épisode. Le MMA français est en train d'exploser, et là on était du coup à l'Accor Arena à Bercy. C'est juste oufissime l'engouement qu'il y a pour ce sport. C'est juste oufissime la starification qu'il y a pour les combattants français. Là, on a vu des trucs trop bien, on a vu des trucs un peu plus décevants, comme la prestation de Benoît Saint-Denis. On va pas revenir dessus. Donc voilà, Benoît Saint-Denis. On s'est échangé des messages depuis sur LinkedIn avec Benoît, que je connais pas personnellement, mais avec qui je discute. Bon, apparemment ça va quand même mieux, sa santé, parce qu'il s'est quand même fait bien gonfler. Donc voilà, donc c'était assez décevant, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Si on veut pas perdre, on combat pas, hein, tout simplement. Donc voilà. Il y a eu pas mal de commentateurs qui ont parlé de cette défaite-là. C'est pas l'objet dans tous les cas d'en parler ici, mais en tout cas c'était un plaisir de le voir combattre, même si l'issue elle a pas été top. Donc voilà, donc là on était à ce moment-là, on était juste mi-septembre, j'étais toujours pas rentré chez moi. Depuis Paris, j'ai pris un vol pour Lisbonne, j'y ai passé quelques jours. Et quand je suis rentré de Lisbonne, je suis revenu 3 jours à Bordeaux, et puis ensuite je suis parti en Égypte, et je reviens juste d'Égypte. Je suis revenu dimanche ou lundi, je sais plus. Je crois que je suis revenu dimanche. Et là aujourd'hui on est mercredi, et c'est les vacances scolaires, donc j'ai enchaîné directement avec les vacances scolaires avec les enfants. Et on est le 23 octobre au moment où je tourne ça, donc c'est-à-dire que ça fait 2 mois que j'avais pas remis un pied chez moi, à proprement dit, à part pour changer de valise, quoi. Donc j'en ai marre, hein, j'en ai un peu plein le cul de ce rythme-là. C'est pas le rythme, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, mais bon, je sais que j'ai 3 périodes dans l'année qui sont comme ça. Septembre, c'est la galère, décembre, c'est la galère, et mai, toujours la galère. Alors pourquoi, je sais pas trop. Pourquoi mai, surtout? Pourquoi, je sais pas. Les gens s'excitent en mai. Septembre, c'est la rentrée scolaire, et décembre, c'est la fin d'année. C'est un petit peu normal. Mais putain, c'est des rythmes que à la fois j'adore, parce que un peu une vie d'agent secret, quoi. Un peu pour James Bond quand c'est comme ça. Mais en fait, c'est crevant, et je suis pas à la maison, et ça m'en ouf. Et voilà. Et accessoirement, dans 3 jours, c'est-à-dire samedi, le 26, je vais, j'ai mon combat. Parce que vous savez, moi, je pratique les sports de combat. Et donc là, j'ai un combat en kickboxing, donc en K1, vous connaissez. C'est de la boxe pied-point.
Et le gros inconvénient d'être à droite à gauche, comparé à mon combat d'avril, où j'avais fait une préparation qui était une préparation millimétrée, où tout était tout était prévu, tout était planifié, etc. Et là, j'ai moins eu l'occasion de le faire. Donc voilà, donc je suis prêt, je suis déjà au poids. Alors, le poids, là, je viens d'apprendre qu'en fait, au final, j'ai moins de restrictions que ce qui était initialement prévu, mais bon, peu importe. Je vais combattre en plus de 91 kilos. Et donc, en fait, réellement, je devais combattre en moins de 95. C'est-à-dire qu'en gros, vu que c'est les règles fédérales, tous les gens qui sont à plus de 91 kilos combattent dans la même catégorie, de 91 à 130 kilos. Moi, mon poids, en ce moment, je suis à 97 et j'aurais dû combattre en moins de 95. C'est-à-dire que de tous les 5 kilos en kickboxing, on a une catégorie qui change. En là, ils sont pas embêtés avec ça. Tout ce qui est plus de 91, ils le mettent ensemble. Donc, c'est cool. J'ai même pas besoin de faire de cut. Donc voilà, mais j'étais déjà en bonne voie pour être à 95 kilos samedi, sachant que perdre 2 kilos, c'est 2 jours de cut. Donc ça l'aurait fait dans tous les cas. Et j'ai pas de préparation physique particulière. Alors j'ai fait beaucoup de sparring récemment. Des sparring, c'est des qu'on pourrait au rugby, on appelle ça des matchs amicaux. Bon ben voilà, c'est l'équivalent d'un combat amical avec des potes, avec des coéquipiers. J'ai tourné lundi là avec un gars qui fait 1m90. Bon, ça s'est bien passé. Semaine d'avant, j'ai tourné avec mon pote Peyo à Bordeaux, qui est très fort et en plus qui est gaucher, donc ça met un peu en difficulté, etc. Qui est plus léger que moi, qui bouge plus, etc. Donc profil différent du gars que j'ai combattu lundi, qui était un gars plus solide mais moins mobile. Et puis après, j'ai tourné dans différentes salles, à Bègles, à Pessac, à côté de Bordeaux pour ceux qui connaissent, pour justement me confronter à plusieurs mecs et pas être surpris samedi pour pouvoir tester plein de choses. Donc voilà. Donc j'ai pas eu de préparation physique ultra pointue, mais par contre je me suis entraîné à combattre. Situation pratique. Et là, je pense que ça va bien se faire. Hein. C'est un 3x3 minutes, ça va le faire. Je me sens prêt. J'ai zéro anxiété, zéro stress pour l'instant, etc. Ça va peut-être monter au fur et à mesure. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de stresser, puisque avec ce mois de septembre, ce mois d'octobre, où en fait, j'ai même pas eu le temps de. Enfin, même avec le coach, en fait, on a échangé que par message interposé. On se voit pour s'entraîner, mais on n'a même pas eu de préparation aussi pointue que ce qu'on avait fait pour avril. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. L'avantage, c'est que là, j'arrive avec aucune blessure. Donc là, j'ai pas de problème. J'ai mal nulle part, j'ai pas de petite pointe, j'ai rien. Voilà, ce matin, je me suis levé, j'ai un petit truc à l'adducteur. Au bout de 5 minutes, j'avais plus rien. Bon, voilà, donc ça va le faire. J'ai hâte de monter sur ce ring là. Et puis voilà. Moi, je vous parle beaucoup de MMA, mais le sport que je pratique, c'est le kickboxing. Hein. Voilà. C'est juste que j'aime beaucoup le MMA et je vais tendre vers une transition MMA. Mais moi, je suis pas bon au sol, je suis pas bon à la lutte, tous ces trucs-là, j'y comprends pas grand-chose. Donc, je vais apprendre. Moi, ce que j'aime bien, c'est les poings et les pieds. Voilà. Donc voilà. Donc, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. J'espère que l'issue sera favorable. Et puis voilà. Vous me demandez, il y en a pas mal là, qui m'ont demandé si c'était filmé. La dernière fois, j'avais pas dit que j'avais le combat. Vous avez prévenu juste le matin même. Là, j'en ai un petit peu parlé à droite à gauche, notamment dans le mastermind, etc. Normalement, ça va. Oui, ça sera filmé. Si on a des rushs intéressants, je vous les partagerai. Donc voilà. Sinon, côté boulot, j'ai repris le podcast, comme vous avez vu, il y a une semaine. Enfin, ça s'est super bien passé. Vos retours ont été super bons. Merci pour vos messages, comme je vous disais en intro. C'est top. Je rentre dans une routine. Voilà, je l'ai inscrit dans ma routine. Ça ne bougera pas. L'idée est de pouvoir sortir 3 à 4 épisodes par mois, sachant que je m'en planifie un par semaine, mais il peut y avoir des impondérables. Il faut que j'accepte ça. Et c'est pas parce que je me loupe une semaine que je dois pas être précis la semaine d'après. Donc voilà. Et ce matin, avec Marguerite, on a refait le point justement pour simplifier la production du podcast, la production des drafts. Donc on est en train de bosser là-dessus, sur le fait d'avoir dans la routine qui est une procédure. Voilà. Sinon, on est en plein dans la préparation de la rencontre de novembre, donc qui va se passer à Bordeaux. On va être au Radisson Blu, donc sur le bassin à flot, dans une salle qui est complètement vitrée et qui va donner, c'est une vue sur tout Bordeaux. Et l'idée, elle a un peu changé de lieu, que ce soit déjà pour toute la partie photo. On documente vachement ce que l'on fait. On fait beaucoup de b-roll, on fait beaucoup d'images pendant ces 2 jours, des images de moi, qui me permet en fait de nourrir tous mes réels, tous mes trucs, au fur et à mesure. Donc on change de lieu à chaque fois. Et puis au niveau des membres aussi, qu'il y ait moins de lassitude, etc. Là, on va faire un truc, c'est qu'on a les chambres au même endroit que les salles de conférence, et ça pendant 2 jours. Donc ça va permettre en fait de vivre pleinement dans l'hôtel, avec à la fois les moments de travail
les chambres, donc les espaces privés, et puis aussi des moments de fun qui vont se passer dans l'hôtel. J'ai fait venir un conférencier qui est une vraie rockstar de notre industrie, qui est déjà à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est un petit peu mon standard pour faire venir des invités, et qui va nous parler de la productisation. C'est comment, en fait, d'un service, je standardise assez ce que je fais pour que ça devienne quasiment un produit. Donc, on va parler de ça. Ça va être très, très intéressant. Et sinon, en ce moment, je suis en plein recrutement de nouveaux membres de Mastermind, puisque j'ai des places qui sont libérées. Donc, en ce moment, je suis en plein recrutement. Si jamais le Mastermind vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe, puisque je suis en plein dans le recrutement de nouveaux membres. Donc voilà, le profil, vous êtes dans le service ou vous êtes dans la formation, ou alors vous êtes e-commerçant et vous souhaitez développer votre personal branding, vous souhaitez aller sur du développement de formation, du développement de services, etc. En tout cas, si vous êtes dans le business digital, on sait répondre à vos problématiques, on sait vous aider à faire scaler vos business. Je peux vous donner plusieurs profils. Quand je vous parle de e-commerçant, il y a notamment Fabien et Lucas, qui sont les cofondateurs de la marque Stormrock, qui font du CBD. Eux, ils sont venus dans le mastermind pour structurer une nouvelle activité. Ils ont déjà plusieurs dizaines de millions par an dans leur activité, et ils font maintenant, ils développent un business de formation, un business de mentorat sur le e-commerce. Après, on a des boîtes de services comme Johan Elias, par exemple, que vous connaissez peut-être, de l'agence DAC. Lui, c'est le numéro 1 sur Google Ads en France. Lui, il vient pour s'aider à structurer son pôle livraison. Et puis ensuite, on a des formateurs ou des consultants, comme Jérémy Coleman, par exemple, qui est le CEO de Coleman Publishing. Et lui est consultant et formateur. Et lui, il vient pour challenger toutes ces stratégies de marketing, toutes ces stratégies de livraison, de pôle care également. Voilà, je vous ai cité trois sociétés, et donc 4 fondateurs et cofondateurs qui sont des clients. Donc voilà, si vous voulez être associé à ce genre de personnes-là, si vous voulez bosser avec ce genre de personnes-là, si vous avez des objectifs communs avec ces personnes-là, que vous partagez un référentiel de valeur, si vous avez un référentiel de valeur en commun, tout simplement, vous devez rejoindre le mastermind. C'est le meilleur moyen, en fait, d'atteindre vos objectifs. C'est c'est tout simplement déjà clairement bien les définir, de les challenger et d'avoir un apport de ressources par moi et par mon équipe, mais également de pouvoir challenger toutes ces idées, de mettre en confrontation avec d'autres personnes qui sont des rockstars de leurs industries et qui ont très certainement fait le chemin avant vous, qui ont eux-mêmes rencontré des challenges, ils ont relevé, ils ont des retours d'expérience, ils ont peut-être des ressources à vous donner. Et donc, voilà, donc c'est ça l'intérêt d'un mastermind. Donc, si vous avez des objectifs forts, que vous êtes coachable et que vous avez envie d'avancer, vous êtes clairement au bon endroit avec le mastermind entreprise. Je répondrai évidemment à tous les messages, tous les DM. Soit vous m'envoyez un message sur le site et je vous envoie un WhatsApp dans la journée, soit vous m'envoyez un DM sur Insta et je vous réponds plus rapidement. Alors, j'ai fait un petit peu de teasing l'autre jour. Je me suis entraîné. C'était un lundi matin, il y a 15 jours. Et j'ai discuté avec mon coach de l'adoption du MMA. On discutait de tout ça parce que lui, c'est un vieux de la vieille. On reviendra un petit peu sur son CV après. Et on parlait un petit peu de l'évolution de ce sport-là. Alors, juste pour rappel, le MMA, c'est un sport qui a été développé dans les années 90. Si vous regardez sur YouTube, c'est des vidéos un peu hallucinantes où vous avez des mecs en kimono qui font 3,50 m de haut, qui combattent des gars qui viennent de la boxe thaï ou qui viennent de la boxe anglaise, c'est-à-dire avec que les poings. Et donc, ils sont même pas habillés pareil. Il y a des mecs qui se mettent directement au sol, d'autres qui vont faire des coups de pied bizarres, etc. Enfin, en tout cas, c'était vraiment un jeu vidéo, en fait. C'était un jeu vidéo en réel. Ça faisait un peu Tekken 1, Tekken 2. Alors, je sais pas si vous vous rappelez ces jeux vidéo là, quand on était gamin. C'était vraiment ça. Il y avait un combattant différent il y en avait pas deux qui se ressemblaient. Donc ça, c'est dans les années 90, c'est un peu le chaos. Alors, ils avaient le droit de faire n'importe quoi. Ils pouvaient se taper au sol, ils pouvaient se mettre des coups de pied penalty, etc. C'était très peu encadré. Et donc, c'était un peu la foire. Et en 2016, il y a eu un arrêté ministériel en France qui a interdit ce sport. C'est-à-dire interdit de le diffuser, mais même d'en faire la promotion. Et donc, il y a eu plein de ligues parallèles, comme le sambo par exemple, ou voilà, il y a eu plein de sports qui ressemblaient au MMA mais qui n'étaient pas interdits parce que c'était pas réellement du MMA, qui sont développés à côté.
et c'était du MMA sans le dire. On va pas se mentir, hein, c'était un peu voilà, c'était un peu de l'hypocrisie tout ça. Et en 2020, il y a eu beaucoup de lobbying et en 2020, ça a été enfin légalisé. Et 4 ans après, il y a plus de 50 000 inscrits donc dans la Fédé. Et on le voit, hein, les événements comme l'UFC Paris, comme tous ces trucs-là, quand il y a eu le combat aussi de Doumbé contre Baki, etc., ça a été le public est vraiment là. Les gens se jettent sur toutes les places qui sont disponibles. Et même, il y a une stat l'autre jour qui dit que les shorts, pardon, sur YouTube, qui concernent le MMA ont plus d'engagement que les shorts qui concernent le football. Donc ça devient un peu le sport numéro 1 dans la tête des gens. Alors, il y a une énorme mode, hein, évidemment. Là, on est vraiment au pic de la hype. Ça va peut-être redescendre un jour, hein, je ne sais pas. Il suffirait juste qu'il arrive un truc pas cool, soit un énorme truc de corruption, soit une blessure vraiment très grave ou un truc comme ça, et ça pourrait vraiment flinguer l'adoption de ce sport-là. Mais en tout cas, on remarque vraiment, il y a une courbe d'adoption qui ressemble à tout ce qu'on connaît. Et je les ai définis, ces courbes d'adoption. Enfin, du moins, je suis allé chercher sur Internet. Il y a, je vais compter, il y a 5 grands profils d'adopteurs d'une tendance. Et on remarque ça, là on va en parler de MMA, mais c'était pareil pour le Bitcoin, c'était pareil pour plein de choses. Tout au départ, les premiers profils, c'est les profils qu'on appelle les innovateurs. Alors les innovateurs, qu'est-ce que c'est? C'est que leur but dans la vie, c'est justement d'avoir un sentiment d'aventure. Ils sont là, ils veulent de l'aventure. C'est un petit peu les Christophe Colomb. Et donc c'est ceux qui sont allés sur le Bitcoin dans les 2 premières années de sa création. C'est ceux-là qui sont à fond sur l'IA. C'est ceux qui sont à fond sur qui étaient à l'époque sur le métaverse et compagnie. Et ceux c'est ceux qui sont mis sur TikTok au moment où ça a pété. En tout cas, voilà, on les voit, ceux-là, ils sont devenus ultra fans, ils sont vraiment aventuriers à fond. Et là, on le voit sur le MMA, il y a des pionniers, et notamment Isma, mon coach, dont je vous parlais tout à l'heure, comme je le disais, lui fait partie de ces gens-là. Et forcément, quand on a cet état d'esprit-là, on a un état d'esprit de puriste, hein, on va pas se mentir. Les deuxièmes profils, c'est les adopteurs mais précoces. Ouais. Ils sont, eux, très souvent, ils le font parce que ils voient l'opportunité de devenir un leader d'opinion, de devenir un influenceur, en gros, là-dedans. Donc, ils le font pas pour l'esprit d'aventure, mais ils le font pour l'opportunité de statut que ça a. On le voit quand il y a eu Thread qui s'est lancé, donc le Twitter d'Instagram. On le voit, il y a eu plein de formateurs business, de coach business, d'influenceurs, machin, qui sont mis là en espérant devenir les top voice de ce nouveau canal. Pareil sur Twitter, pareil sur TikTok, etc. Quand ça s'est lancé, il y en a plein qui sont jetés dessus, qui ont vu l'opportunité pour eux d'avoir enfin la gloire qu'ils rêvaient d'avoir. Donc voilà, les deuxièmes, donc je le disais, c'est les adopteurs précoces. Ensuite, il y a la majorité précoce. Donc ça, c'est quoi? C'est des gens qui vont adopter une tendance et qui ne vont jamais être à son initiative. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire la promotion de la tendance, et quand ils voient qu'il y a un truc qui part, ils vont l'adopter gentiment. Donc c'est un petit peu des suiveurs, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, parce que moi je pense qu'en fait ces profils-là, on n'est pas un early adopter, un innovateur sur toutes les tendances. C'est-à-dire, si vous êtes fan de Bitcoin, très certainement, et que vous êtes early adopter sur le Bitcoin ou sur l'intelligence artificielle, il y a peu de chances que vous soyez early adopter sur le MMA. Hein. C'est pas le même profil de personnalité. Donc en tout cas, voilà. Le point numéro 3, la majorité précoce. Donc c'est ceux qui vont tout simplement suivre ceux qui sont juste avant, c'est-à-dire les numéro 2, les adopteurs précoces. C'est les leaders d'opinion qui vont suivre l'influenceur qui va se positionner là. Et ensuite, là, on passe dans une deuxième phase, c'est la majorité tardive. Et donc ça, c'est des gens qui vont adopter l'innovation qu'une fois qu'elle est validée par le plus grand nombre, une fois qu'elle est évidente et une fois que l'intérêt est démontré. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui ne vont pas prendre de risques. Ils vont y aller vraiment plat du pied. Et dernière tranche de population, c'est les réfractaires. Et eux, ils vont y aller le plus tard possible parce qu'en fait, ils ne veulent plus que ça soit considéré comme une innovation. Ils y vont y aller qu'une fois que le sujet en question sera devenu un usage. Donc voilà. Et ça, on en connaît plein. Hein. Votre daronne qui n'a pas voulu se mettre sur Instagram il y a 5 ans, aujourd'hui, elle like tous vos posts parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est plus du tout innovant, c'est un usage.
Et donc, voilà. Et elle a compris que si elle voulait voir ses petits-enfants, il fallait qu'elle soit sur Instagram, si elle voulait voir les photos. Donc voilà, c'est différents profils. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je discutais avec mon coach, donc Isma, juste comme ça, j'ai regardé son Wikipédia et j'ai listé son background. Donc il s'appelle Ismaël Padavia. Il est champion de France de karaté, il est médaille de bronze en sambo, donc les fameux sports alternatifs. Il est champion d'Europe de JJB, donc du Jiu-Jitsu, plusieurs fois, champion d'Espagne. Il est également champion du Glory et du Pride et du Glory. Il est champion du Coq, donc c'est certainement une ligue MMA que je connais pas. Il a 8 victoires sur 13 combats en MMA pro. Et il est vice-champion d'Europe l'année de Jiu-Jitsu brésilien, encore une fois. Donc voilà, il est vraiment pas en fin de carrière, il a encore des grosses pertes. Et donc lui, il a fait partie des membres fondateurs du MMA. Il a permis en fait d'amener le MMA là où il est. Et le sujet, pour vous en parler de ça et de ces différentes courbes d'adoption, c'est que on se faisait la réflexion de tous ces mecs qui se filment à la salle. Parce que moi, je me filme à la salle. Vous voyez quand je vais m'entraîner, etc., etc. Et moi, je fais partie, du coup, aujourd'hui je pense, de la majorité précoce. C'est-à-dire que je fais pas partie des leaders qui ont amené la tendance, mais je l'ai adopté. Je l'ai adopté la tendance. Je me suis mis au sport de combat il y a 2 ans et demi, 3 ans. C'était au moment où ça devenait mainstream, donc c'était même limite plus de l'innovation. Voilà. Mais lui, il est innovateur. Lui, il est early adopter. C'est-à-dire que lui, il a carrément contribué au fait que ce sport devienne ce qu'il est. Et donc, on n'a pas du tout le même point de vue des mecs qui se filment à la salle, parce qu'il va y avoir plusieurs profils. Il va y avoir des mecs comme lui qui vont être très discrets et qui ont fait le boulot pour que ça existe. Et puis, il va y avoir les Kevin, comme je disais, ça vous a bien fait rire d'ailleurs dans ma story. Les Kevin qui, eux, vont se filmer quand ils vont aller au sac, qui vont avoir toutes les fringues UFC, qui vont prendre le bus avec leurs écouteurs, leur bonnet et leur KOE UFC. Donc UFC, c'est la ligue, la top league du MMA. Et donc lui, il voit ça en disant, c'est des clowns. Et en fait, moi, je me dis, bon, il y a quand même de l'entre-deux. C'est pour ça que je vous ai défini les différents profils. Et donc voilà. Et derrière ça, moi, je disais, moi, je m'en fous en fait de faire partie des suiveurs, de faire partie des MMX, comme on disait. Il y avait les footix à l'époque. Là, il y a les MMX. Bon, un peu les fanzouz de MMA. Je m'en fous parce qu'en fait, ça crée plusieurs trucs chez moi. Le fait de me filmer quand je vais à la salle, etc. Quand je le fais, je me revendique pas à être champion du monde, etc. Même si je sais que quand je monte dans une cage ou quand je monte sur un ring, je sais que j'ai quand même des trucs à démontrer et que je suis pas ridicule, loin de là. Sinon, j'irai pas. Vous me verrez pas filmer au paddle, je suis nul. Donc au moins c'est réglé. Mais par contre au MMA, je sais que j'ai quand même des choses à faire. Et donc MMA ou kick, vous avez compris. Et donc pour moi, quel est l'intérêt comme ça de se filmer, etc. sans être dans le jugement. Je trouve d'ailleurs que la réflexion de ce côté, elle est tout à fait juste. Eux, ils se sont fait chier à faire en sorte qu'un sport se démocratise. Ils n'ont jamais eu les lauriers. Et nous, on arrive et puis en fait, on peut le faire assez. On peut en profiter. Il y a des salles dans toutes les villes. Maintenant, faire des cours de MMA, ça coûte 10 balles. Si vous allez dans une salle, un cours co, ça coûte 10 balles. Un abonnement, ça coûte 50 balles par mois. C'est accessible, je veux dire, vu ce que ça apporte en termes sur le plan athlétique, sur le plan de développement personnel, le fait de faire des sports de combat, il n'y a pas de débat. Donc pour moi, pourquoi je me filme quand je vais à la salle comme ça? Pour moi, tout simplement, c'est le meilleur moyen de build in public ma progression. Je partais vraiment d'un niveau 0. Et même venant du rugby, je partais d'un niveau moins quelque chose, moins 1000, puisqu'au rugby, on est persuadé d'être bon alors qu'on est nul. Et donc du coup, on peut se mettre en danger assez facilement. Donc voilà, ce que ça me permet de faire, c'est de build in public ma progression. Et aujourd'hui, je suis pas ridicule du tout quand je combats. Je pense que je vais gagner mes combats, je vais gagner celui de samedi. Parce qu'en fait, je vois pas de red flag, de trucs qui m'empêchent de le faire. Je suis pas blessé, j'ai envie de le faire, je suis en forme. Voilà, je vais gagner mon combat. Et je build in public ce truc-là. Il y a un côté où, évidemment, vu que je suis suivi par pas mal de monde, il y a forcément des gens que ça peut amener à se mettre au sport et que ça peut amener à se bouger les fesses. Donc ça, c'est trop bien. Des gens qui peuvent s'identifier. Du moins, je le dis, c'est pas juste c'est pas juste pour me la raconter, c'est que je vois bien les messages que vous m'envoyez, les réponses aux stories que vous faites, etc. Je sais que ça peut inspirer, entre guillemets, à mon tout petit niveau, pas mal d'entre vous. Donc c'est pour ça que je le fais. Et en plus de ça, moi, ça me met une pression sociale.
Si demain, j'arrête de faire des stories à la salle, etc., et que je commence à recevoir 3-4 messages, et c'est déjà arrivé, on me dit, ah ben tu t'entraînes plus, ah ben qu'est-ce qui se passe alors, t'es blessé, t'as plus envie, t'as quoi? Ah, la pression sociale, j'ai pas envie d'être ce mec qui abandonne. Et donc en fait, en faisant ça, hein, je me contrains en fait à devoir continuer à le faire. Je me rajoute des contraintes pour tout simplement être accountable là-dessus. Et l'autre point, bah, c'est l'accountability, c'est tout simplement, ça fait partie de mon process, et le fait en fait de partager mes objectifs et de partager aussi mes challenges, parce que quand en avril mon combat il est annulé quelques heures avant de le faire, je fais un cut, je fais mes 7 kilos de cut. Donc le cut, c'est la perte de poids avant le combat. Que je me prépare comme un âne, que je me blesse dans tous les sens, que du coup je mets un peu ma vie en stand-by à ce moment-là, parce que quand on prépare un combat, c'est vraiment quelque chose de sérieux, autant dans la tête que physiquement. Donc ça a forcément un impact social et familial. Et quand je fais ça, j'explique aussi mes challenges. Et ce qui me soutient, c'est aussi de recevoir vos messages, le fait d'avoir des routines, etc. Donc je me rends accountable, et le fait de documenter mon objectif, mes challenges et aussi les éventuelles réussites quand il y en aura, ça me rappelle très fortement ce que je fais dans le mastermind. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs viennent pour parler de leurs objectifs financiers, leurs objectifs entrepreneuriaux. Ils build in public leur business, puisque dès qu'on démarre une session de mastermind, on démarre par une good vibe. Donc, c'est-à-dire en gros, voilà ce qui s'est passé de bien dans mon business cette semaine, un tour de table comme ça. Et voilà en gros les trucs sur lesquels je bosse. Ça permet à tout le monde en fait de savoir, et puis ça permet de build in public l'objectif. Ça, c'est absolument génial. Donc, ce que j'applique en faisant ça avec vous tous, parce que j'ai pas de mastermind MMA, si vous voulez, ni kickboxing, mais de le faire avec vous quand je partage cette story, ça me rend accountable. Voilà. Donc pour moi, c'est le premier objectif, le fait de build in public sa progression. Et le deuxième objectif, c'est également de se créer une identité. Quand je fais ça, j'endosse le rôle du combattant, le rôle du père de famille, le rôle de la personne qui est adepte de la performance, la personne qui va être un petit peu YOLO, qui va kiffer la vie, qui va kiffer faire la fête, qui va kiffer déconner avec les potes, etc. Également le chef d'entreprise, le successful, la personne qui se challenge, la personne qui est en plein développement personnel, etc., etc. En fait, ça fait partie de mon identité, le fait de me préparer en tant que combattant. Et donc c'est ultra important. Et moi, je pense que si on en est là, tout simplement que si on a besoin, aujourd'hui, notre génération, si on a besoin de se créer des identités comme ça, on voit tous les gars qui avaient fait du crossfit à l'époque, mais également tous ceux qui étaient fans de leurs trucs, là, des mangas, là, j'ai oublié le nom, mais Naruto et compagnie, donc c'est carrément l'autre spectre de la population. Si on se réfère à tous ces trucs-là, c'est qu'on se réfère pas à des trucs plus grands. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils avaient comme identité, ils avaient leurs conditions sociales. Soit c'était des ouvriers, soit c'était des bourgeois, en gros, si je résume. Et ensuite, après, ils avaient un truc qui les tenait encore plus grand, c'était Dieu et c'était la nation. Bon, mais ça, aujourd'hui, nous, notre condition sociale, tout est à peu près lissé. Moi, aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, mais je suis pas différent de mon voisin qui doit très certainement gagner peut-être 20 à 30 fois moins que moi tous les mois. Ma vie, au final, elle lui ressemble. Si on change juste la marque de ma bagnole, la taille de ma maison, sinon, en fait, on est à peu près pareil, on s'habille à peu près pareil, on est à peu près pareil. Donc, il n'y a plus ces différences sociales. Dieu, aujourd'hui, c'est plus le sujet pour grand monde. Moi, ça l'est, vous le savez, je vous en parle beaucoup, mais c'est plus le sujet pour grand monde. Et ensuite, la nation, aujourd'hui, tout le monde s'en fout, et je crois que la nation fait en sorte qu'on s'en fout. Donc ça, c'est encore un autre débat. On se rattache pas à un truc comme ça. Donc, on est obligé de se créer des mini-groupes identitaires. Et je pense que ça passe par nos passions. Aujourd'hui, la musique, les sports, la culture, c'est des choses qui nous rassemblent beaucoup plus que Dieu et la nation, quoi. Donc voilà. Donc pourquoi aujourd'hui je me filme quand je vais à la salle? Parce que je build in public ma progression. Donc ça, c'est vraiment une déformation professionnelle, comme je le fais dans le mastermind. Et ensuite, parce que ça nourrit mon identité, ça me raccroche à un groupe social, et ça me permet tout simplement d'avoir un sentiment de tribalisme. Donc voilà. Le biais de tribalisme, justement,
c'est le fait de se raccrocher à une tribu, hein, voilà, c'est se sentir appartenant à une tribu. Et ça, simplement, c'est une caractéristique principale de l'identité. Et j'ai envie de dire, c'est un truc dans vos business. Imaginez que vous êtes monsieur MMA ou vous êtes monsieur CrossFit. Imaginez que vous soyez à la tête de l'UFC ou à la tête de CrossFit Monde, donc que vous soyez Reebok. Imaginez comment vous avez fini le jeu si vous arrivez à créer du tribalisme dans votre marque. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en continu dans le mastermind. Et vous le voyez quand il y a des rencontres, les gens, quand ils prennent le train en disant on rejoint le mastermind de Gérald, on rejoint le mastermind d'entreprendre, ils me taguent, etc. Je repartage les stories. Ça, il y a un énorme sentiment de tribalisme. Et tous ceux qui voient la story, ils se sentent compte de pas y être en fait dans cette tribu. Et donc ça, si on arrive à mettre ce sentiment, cette identité là-dedans, c'est comme chez Porsche. Il y a même un nom, ça s'appelle les Porschistes. Les fans de la marque Porsche, c'est les Porschistes. C'est quand même un truc de ouf. Et puis aussi des trucs négatifs. Les citroënistes, c'est plutôt péjoratif. Mais, du coup, il y a les citroënistes. C'est aussi même. Il y a le tribalisme. On s'inclut dans une tribu, mais sinon on met tous les autres aussi dans une tribu ennemie, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Imaginez si votre marque, vous arrivez à créer un truc comme ça. C'est quand même un truc de dingue. Imaginez que vous arrivez à avoir l'adoption du MMA. C'est-à-dire que vous avez des pères fondateurs qui sont des performeurs, qui créent votre socle. Et ensuite, après, vous avez des Kevin qui viennent, en tout cas, qui viennent le consommer et qui viennent qui viennent se greffer à cette identité-là. Je trouve ça absolument génial. Et moi, dans le mastermind, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc là-dessus, je mets évidemment le doigt sur toute la sémantique qui va avec. D'ailleurs, pour ça que récemment, j'ai renommé mon Insta. Si vous regardez dans ma bio, maintenant, il y a marqué chef de gang. C'est pas pour rien. Parce que nous, on le dit, les valeurs du mastermind, c'est sharp et gang. Et gang, on va dire que c'est une valeur, mais en fait, on comprend. Si je vous dis, nous, on est un gang, vous comprenez ce que je veux dire. On est un putain de collectif d'entrepreneurs qui cherchent à se développer conjointement. C'est ça ce que l'on fait. Et donc ça passe par les slogans dans la publicité. Hein. Nous, c'est performer et en être fier, transmettre pour longtemps et kiffer ensemble. C'est pas rien. Et vous le verrez à la fin de chaque vidéo. Dans ma bio Insta, c'est comme ça. Quand pareil, on fait dans mes présentations au début d'une rencontre pour stimuler les membres de la rencontre. En fait, je leur balance ces mots-là volontairement. Je vais les marteler, que ça soit dans leur tête, qu'ils aient vraiment envie en fait de performer ensemble et en être fiers. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour moi un but ultime, c'est d'arriver à recréer à travers les différents profils. Hein, je vous en ai cité 5, les innovateurs, les adopteurs précoces, la majorité précoce, la majorité tardive et les réfractaires, d'arriver à avoir ces 5 niveaux de public qui se raccrochent à une marque, soit plus ou moins tôt, soit d'une manière que ce soit des promoteurs ou que ce soit des suiveurs, ça pose pas un problème. En tout cas, de créer une marque assez forte, avec un sentiment de tribalisme assez développé, pour tout simplement, voilà, que ça soit une marque top of mind, que ça soit vraiment une tendance, que votre marque devienne une tendance, que votre mouvement devienne une trend en fait. C'est vraiment ça l'objectif. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Voilà les amis, c'était un petit peu foutoir ce draft, mais je voulais vraiment vous parler de tout ça. J'espère que vous allez apprécier. J'attends vos feedbacks évidemment. N'hésitez pas à liker ce post, c'est ultra important de liker cette vidéo, de partager le podcast aussi. Hein, c'est la meilleure façon de me remercier. Et en tout cas, j'espère que vous avez trouvé votre tribu, vous avez trouvé votre gang. Et si vous pensez que le mastermind ou que mes différents programmes peuvent vous aider, n'hésitez pas, je réponds à tous les messages sur Insta. À bientôt. Ça y est, cet épisode de Draft est terminé. Si ce podcast t'a plu, pense à le liker et à t'abonner. D'ici notre prochain épisode, je te souhaite un maximum de succès dans tes projets. À bientôt dans Draft.